l'émission spéciale 50e anniversaire. Bonjour les petites femmes aujourd'hui. Mon nom est Gisèle. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. La blonde à Raymond. La maîtresse de Raymond. Avant, ça me gênait de le dire, mais Raymond m'a fait réaliser que, vu qu'il était mon maître, la logique et la grammaire voulaient que je sois sa maîtresse, hein, à condition que je ne perde jamais de vue que le masculin l'emporte sur le féminin. Hein? Ça, c'est bien certain. Pas pour le blesser, mais une tape, des fois, quand c'est mérité. Ah bon? Alors, vous l'avez mérité? Oui, je l'ai mérité. Je suis certaine que je l'ai mérité. J'ai 2 petits-enfants, puis je crois pas que demain matin, j'enverrai ma femme à l'extérieur du foyer. Un des problèmes communs à toutes les provinces, les femmes occupent les emplois les moins bien payés et continuent d'être victimes d'injustice et de discrimination. Il serait mieux de remonter le salaire de l'homme puis de laisser la femme à la maison. Que quand on arrive le soir, ou du moins les repas soient prêts pour ces choses-là. Ça doit pas être si compliqué que faire un lavage, tu sais. N'importe quel nono est capable de faire ça, si ma femme le fait. Elle fait ses classes en recyclé. Ma mère est une recyclée. Elle fait ses études en recyclage. La femme, au sacrifice de quelle autre liberté a-t-elle gagné, par exemple, le droit de vote? Ça l'avance à quoi d'aller voter contre son mari ou comme lui? Quand on a commencé à travailler ici dans le Québec pour le vote des femmes, parmi nos pires ennemis, il y avait des femmes qui écrivaient des lettres et puis des articles dans les journaux pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Nous manifestons parce que ni ici, ni ailleurs, les femmes n'ont le contrôle de leur maternité et de leur corps. Mais qui sont-ils pour parler? Combien d'évêques auront besoin d'un avortement cette année? Pour la femme qui se marie, la virginité, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est ce qu'il y a de plus intime, de plus caché. J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'on a beaucoup parlé de la femme, surtout depuis 10 ans. Bon, il y en a qui vont dire qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, d'autres qui vont dire qu'on en a peut-être trop parlé. Mais de toute façon, la radio et la télévision de Radio-Canada ont toujours été là pour suivre l'évolution de la situation féminine. On aurait pu sans doute laisser la parole aux femmes plus souvent, parce que vous savez, on est encore sous-représenté. C'est en tout cas ce que dit le bureau de l'image de la femme dans la programmation de Radio-Canada. Mais quand même, depuis les débuts, des femmes ont pris la parole, elles ont fait leur marque, elles la font encore. Elles ont su imposer leur présence par la qualité de leurs propos ou de leurs écrits. Pépé. Pépé. Andréane Lafont a été la première femme intervieweur et animatrice à la télévision de Radio-Canada. C'est en 1952 qu'elle fait ses premières armes. Sa présence d'esprit et son sens des réparties en font bien vite une journaliste respectée, une intervieweur redoutable. Les hommes ne font pas des lois pour protéger les animaux. Alors moi, je fais ma loi d'amour pour protéger les animaux que je rencontre qui sont malheureux. Voilà. Avez-vous déjà aimé un être humain autant que vous avez aimé Pépé? Là, vous me surprenez. Je sais pas. Bonsoir. Eh bien oui, c'est notre dernier rendez-vous. Michel Tisser. C'est en 1940 qu'elle fait ses débuts comme speakerine à la radio. En 1952, c'est la télévision avec Music Hall, où elle fait concurrence au célèbre Ed Sullivan Show, qui est diffusé à la même heure sur la chaîne anglaise. On se souvient également de son rôle à l'émission Aujourd'hui, dans les années 60. Michel Tisser, une grande vedette de la télévision canadienne. En 1936, Louise Simard entre à Radio-Canada comme secrétaire du directeur général adjoint, M. Augustin Frigon.
Mais elle se fera mieux connaître à l'émission Femina, où elle sera animatrice-réalisatrice de 1953 à 1966. Interprète, animatrice, auteur, Jovette Bernier a surtout associé son nom à la populaire émission Quelle Nouvelle, qui a été diffusée tous les jours pendant 18 ans à la radio de Radio-Canada. Je crois que nous allons vous dire un mot pour commencer. Un mot d'abord aux personnes qui nous ont écrit. Laurette Larocque-Auger avait soumis des projets d'émission à Radio-Canada plusieurs fois, mais ils avaient toujours été refusés. Alors finalement, c'est en signant Jean Després qu'elle réussit enfin à tromper les préjugés de l'époque et à vendre un premier projet. Jean Després, une femme engagée et animée par un besoin de servir qui ne s'est jamais démenti, a marqué Radio-Canada de sa présence pendant de nombreuses années. On pense entre autres à Jeunesse dorée à la radio et à Joie de vivre à la télévision. Marcel Barthes fait ses débuts à Radio-Canada en qualité d'annonceur bilingue. Elle est la première femme annonceur au Canada. De 1945 à 1957, elle anime Lettre à une Canadienne, destinée aux femmes de ce pays. Portez-vous bien, souriez souvent, sincèrement, Marcel. Je pense que c'est une juste récompense pour Judith Jasmin, qui est une des meilleures femmes, intervieweurs, reporter et qui a fait des choses absolument splendides. Judith Jasmin reste dans l'esprit de ceux qui l'ont connue la plus grande parmi les grandes. Elle gagne de nombreux trophées, entre autres le prix de journalisme Oliver Asselin. Mais est-ce qu'on se souvient qu'avant de faire du journalisme, Judith avait créé le rôle d'Élise dans la pension Velder à la radio? Vous ne rêviez pas de vous faire une carrière au théâtre comme beaucoup de jeunes filles à ce moment-là? Non, parce que j'avais jamais rêvé à ça vraiment. Je me trouvais pas tellement faite pour le théâtre. Je pense que j'étais venue un peu accidentellement et je crois que le fait de faire autre chose comme du journalisme m'a paru davantage dans mes cordes. Alors de quelle façon vous avez bifurqué? Oh, le hasard, comme bien souvent ça arrive. Gérard Arthur, à l'époque, qui dirigeait le service international, avait besoin d'une voix pour annoncer des émissions outre-mer et puis m'a demandé de venir travailler là. J'ai rencontré René Lévesque, qui était déjà journaliste au même service international, et puis qui m'a appris les rudiments du métier. Et elle l'a bien appris, Judith, ce métier, avec un sens aigu de la recherche du vrai, de l'objectivité journalistique. Ce qui compte le plus dans l'information, ce qui est le plus important, à mon point de vue, ce sont des faits. Ne pas essayer de faire ni des commentaires, ni des éditoriaux autour de faits, d'abord les faits. C'est la chose qui est la plus importante. À partir de là, le téléspectateur va se faire une opinion. Et je pense qu'un journaliste, même s'il a des idées à lui, ça n'a pas d'importance, s'il y a des faits à montrer, qu'il les montre. C'est ça l'objectivité, c'est presque la nudité du fait. La nudité du fait, où qu'il se trouve. Et aujourd'hui, c'est vers Haïti qu'elle s'envole. L'Haïti du père de Jean-Claude Duvalier, François, dont on dénonce de plus en plus l'attitude dictatoriale. Pourquoi Haïti encore? Eh bien, parce qu'on y parle français et que beaucoup de religieux et de religieuses de chez nous y sont missionnaires et que deux pays qui ont été jadis des colonies du roi de France ont peut-être des problèmes en commun et des moyens de se comprendre. Et maintenant, eh bien, en route pour Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. À vous, Judith Jasmin, qu'est-ce que votre carrière à la télévision, à la radio et surtout à la télévision vous a donné, votre carrière de journaliste? Oh, ça m'a donné presque tout. Dans une vie comme la mienne, où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas de choses comme ça, enfin de gens aussi importants que ça, pour une autre femme, par exemple, ça m'a donné beaucoup de choses. Et ça m'a donné, par exemple, cette approche des êtres. Donc, il me semble que j'ai mieux compris ce que sont les autres, parce que dans notre métier, on est presque des confesseurs. Ce que vous faites en ce moment, enfin, on le fait très souvent. Mais il n'y a pas le secret du confessionnal, c'est le contraire. Non. En plein avant. Et puis, on s'intéresse à toutes sortes de choses. C'est très enrichissant. C'est un métier merveilleux. Il faudrait presque payer pour le faire. On veut tout être heureuse. C'est pas être l'égal de l'homme qui va nous donner le bonheur. Bon, c'est quoi, d'après toi? Quand Dieu a créé l'homme, il en a fait le roi, la femme, sa servante. Oh, là, là, on est rendu au temps préhistorique. Je suis heureuse, antiféministe et heureuse. Heureux les creux. Les téléromans ont beaucoup de succès chez nous. Probablement parce qu'ils reflètent le milieu.
Et puis aussi, avec plus d'1 million de téléspectateurs, ils influencent sans doute notre façon de penser ou de voir les choses. En tout cas, ils nous font réagir. Mais quelle image les téléromans renvoient-ils de la femme, de son rôle dans le couple, au travail ou dans la société en général? Est-ce qu'ils nous ont surtout servi des vieux stéréotypes dans le passé? L'image de la femme soumise à son seigneur et maître, reine ou prisonnière de sa cuisine? Ou est-ce qu'ils ont contribué quand même un petit peu à faire avancer le débat commencé par les mouvements féministes? Voyons voir. Tu vas signer Madame Séraphin Poudrier, Anne-Mariante de Pat-du-Tonneau. C'est ça, le code du Grand Napoléon. As-tu honte de mon nom? C'est bien que non, mon vieux, ça peut te faire plaisir. Est-ce que vous me voyez, vous l'abbé, en train de voter bleu alors que Marie-Thérèse voterait rouge? Voyons, c'est complètement ridicule. Alors. Ce que diraient mes amis. Sans compter que pour mes affaires, ce serait désastreux. Hein? Non, mais comment faire confiance à un homme s'il n'arrive même pas à convertir sa propre femme à ses idées? En somme, pour être heureuse, il faut accepter le mari, l'adorer, le mettre sur un piédestal, s'adapter à lui. C'est pas facile. Oh ben, moi, j'ai mon voyage. Le vrai amour, ça se prouve par des sacrifices. Toi, tu travailles sans bon sens pour moi. Il y en a peut-être qui te de torchon, t'es pas un torchon, t'es une femme qui fait son travail dans la maison. Mon devoir. Ouais, ton devoir selon la loi civile puis la loi religieuse. C'est moi, bébé, ici, qui fait tout. Pendant ce temps-là, le monsieur, il est enroulé dans ses couvertes. Et je te dis qu'une chance que l'année de la femme est finie parce que je leur en ferai toute une conférence, moi, sur les plaisirs du mariage. Onésime, fâchez-vous pas, là. Mais je pense que je suis pas encore prête. Comment ça, pas prête? 794 piastres et 25, c'est pas assez. C'est assez. D'abord, j'en ai 9000. Et c'est moi le mari. Vous voyez, ça commence déjà. Non, pas d'affaire. Aussitôt que je vais vouloir faire mon indépendance, vous allez m'envoyer votre 9000 piastres d'en face. Non, j'ai mon orgueil, moi. Je veux pas être une esclave. Ça n'empêche pas que je m'en vais te donner 4 piastres par mois pareil. En seulement, je les mettrai de côté pour toi. C'est pas nécessaire, Séraphin. Je suis ta femme, tu me dois rien. Hey, ma petite Posée, tu penses que je t'ai marié pour te poser sur une tablette, là? Non. T'es à moi, t'entends? À moi. C'est drôle, cette phrase-là, hein? T'es à moi. Les hommes, là, vous dites toute la même affaire. On dirait que quand vous avez une femme, c'est comme si vous vous étiez payé quelques bebelles du genre d'une montre ou non d'une couverte électrique. En tout cas, vous saurez là, que moi, je suis pas à vous comme si cette robe-là est à moi. On est des associés. OK, M. Boutin, c'est de même que je vois les affaires, moi. Ça sera comme tu voudras, bébé. Pourvu que cette nuit, là, je t'ai dans mes bras. Le reste, je pense bien que ça me fait ni chaud ni froid. Francine. Quoi? Oh, c'est un bleu. Avez-vous fini la vaisselle, au désir? Presque, oui. Claudette, tu es bien dans ta peau? C'est ça qui compte. Ben, je serai bien dans ma peau quand toutes les femmes seront libérées, quand la révolution des femmes aura changé la société. Oui, mais moi, je vais être heureuse de mon vivant. Ça fait beaucoup là dont parler, veux-tu? J'apprends, Pierre. J'apprends. C'est dur, mais j'apprends. C'est mon plus gros échec amoureux. OK. Mais c'est pas le premier. Je vais en guérir, c'est sûr. Sauf le fait que je meurs doucement dedans, il n'y a pas plus de dommages qu'il faut. Hélène, des fois, là... Mais franchement, moi... Elle me choque. Oui, il me semble qu'elle pourrait être un petit peu moins... Tiens, un peu plus... Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. On a commencé à parler de l'homme-objet en commençant à parler de place aux femmes. Nous avons un concours qui choisit chaque année les 10 plus beaux hommes du Canada. Et comme on voyait tout à l'heure sur cet écran, le mâle magnifique avec
paye ça chaque année, le 14 février, la joie de les voir descendre le grand escalier. D'ailleurs, ça leur va merveilleusement bien. Place aux femmes, quand on a commencé, par exemple, Gaston, ça a été identifié comme le premier magazine féministe de Radio-Canada. Et mon mandat comme animatrice, c'était d'avoir le dernier mot, quoi qu'il arrive. Il y a une espèce de peur chez les hommes. J'espère qu'ils ne s'inquiètent pas parce qu'améliorer la condition des femmes, ça ne veut pas du tout dire nuire à la condition des hommes. C'est plutôt le contraire. Entrée elle-même dans la vie active à 30 ans, Lise Payette nous propose dans La Bonne Aventure des intrigues qui se nouent autour de la vie de 4 femmes dans la trentaine. Ce qu'Anne, Hélène, Michel et Martine vivent fait aussi l'objet des grands dossiers de la condition féminine. Le combat de Madame le ministre continue, mais dans la vie réelle, à ce moment précis où la fiction de l'écrivain cherche à changer nos vies. Ça m'arrive de dire, par exemple, quand je regarde les émissions, quand j'en parle avec des gens qui regardent les émissions, que j'ai le sentiment parfois que je fais plus avec le téléroman La Bonne Aventure pour amener un changement de mentalité que j'ai pu en faire pendant 4 ans et demi en politique. Il y avait un miroir à tendre aux femmes pour leur dire « Voici ce que nous sommes devenus en 1985 et voici ce que nous pouvons devenir petit à petit. » Et ça, j'avais envie de le faire. Lise, tout le monde le sait, c'est pas un secret, vous n'avez pas toujours été tendre avec les hommes. En regardant évoluer et vivre vos hommes dans La Bonne Aventure, je me dis, comment se fait-il que Lise, tout d'un coup, ait mis des hommes quand même qui sont tendres, qui sont compréhensifs, qui communiquent facilement et tout ça? Ouais, c'est pour leur montrer que c'est possible sans être ridicule. Moi, j'ai encore des choses à dire. Moi, j'ai encore des choses à faire. Je les ferai à ma manière. Si vous croyez qu'on peut rêver d'un lendemain mieux qu'aujourd'hui, si vous croyez qu'il faut rêver, alors non, je n'ai pas fini. Moi, j'ai encore des choses à faire. Moi, j'ai encore des choses à dire. Je les dirai à ma manière, comme ma grand-mère. Nous sommes le 6 mars et au cœur de Londres, au Trafalgar Square, pour une raison très simple, c'est que nous sommes partis ce matin du Speaker's Corner où démarrait la marche des Women's League. Aline Desjardins, durant 13 ans, a été la figure de proue de Femmes d'aujourd'hui. Bonsoir. Pour la première fois de son histoire, Femmes d'aujourd'hui s'est rendue en Afrique en février dernier. Bonjour. Comme je vous le disais hier, ce 1er octobre, il s'agit d'une émission spéciale d'1 heure sur la conférence mondiale de l'année internationale de la femme convoquée par les Nations Unies à Mexico du 19 juin au 2 juillet. Bonjour. La télévision est partout présente dans nos vies. Bonsoir. Si votre mémoire d'époque est alerte et féminine, elle se souviendra sans doute que dès les débuts, le 12 septembre 1952, la télévision présentait une première émission féminine en anglais et français, Rêve et réalité. The soul itself matching a very tweed, which is green and black, of the suit. Alors, je m'en viens vous dire que je m'en viens, là. On peut peut-être prendre comme exemple très simple l'aménagement actuel de nos cuisines. Bonjour, Madame Benoît. Bonjour, Lucien. Est-ce que vous avez fini de fatiguer votre salade? Oh non, j'ai pas commencé. Je suis tout de même plus tendre que ça. J'ai le plaisir d'avoir Lily Daché avec moi aujourd'hui et qui va nous dire tout de suite depuis combien de temps elle s'intéresse à embellir la femme. Oh, Suzanne, depuis toujours. Que tu es belle, que tu es mignonne, ô mon amour, ô mes délices. Ta taille rappelle un palmier, tes 2 seins les grappes.
C'était le compliment de l'époux, un extrait du Cantique des Cantiques. Les deux comédiens britanniques, Julie Andrews et Rex Harrison, se sont mérités chacun un Oscar comme meilleur interprète féminin et masculin du cinéma au cours de l'année 1964. Au cours des premières émissions féminines, il était question de mode, art culinaire, et on distribuait des conseils. Vers les années 60, le contenu se modifiait légèrement. On s'intéressait aux loisirs, aux arts, au bricolage, à l'alimentation des enfants. Le 6 septembre 1965, Femme d'aujourd'hui prend l'antenne. Évidemment, pour moi, Femme d'aujourd'hui, dans ces années-là, c'était un petit peu comme une présence à l'intérieur de chez nous. Tous les sujets de Femmes d'aujourd'hui sont vraiment d'actualité et même, je pourrais dire, d'avant-garde. Alors, vous imaginez le choc des idées entre les amis, parce qu'il y a toujours l'affrontement des pour et des contre. Mais quand même, tout ça est bon, parce que c'est ça qui fait évoluer les mentalités. Donc, au 4e mois, il a décidé lui-même une petite session dans son sous-sol. Et pendant 2 heures, j'ai passé communément à une boucherie où il s'est servi de tous les appareils qu'il fallait, les couteaux, les outils, tout ça. En fait, c'était une véritable boucherie et toujours, on me disait, ne criez surtout pas. Pour moi, c'était une émission qui me permettait ce contact avec l'extérieur, dont j'avais besoin, parce que j'en étais un petit peu coupée. Et puis, j'ai aimé l'émission parce que je me reconnaissais dedans. On traitait de sujets qui m'aidaient à vivre à ce moment-là, soit mes maternités, soit mon isolement. En 1970, Femmes d'aujourd'hui est témoin de la grève des femmes new-yorkaises déclenchée à l'occasion du 50e anniversaire des suffragettes. Ça a changé ma perspective du monde féminin. Femmes d'aujourd'hui, ça sert d'un genre de stimulant. L'implication sociale des femmes se vit différemment selon qu'elles s'inscrivent dans un régime capitaliste ou un régime communiste. Alors moi, c'est une école pour moi. Une école de culture. En regardant Femmes d'aujourd'hui, on est mis en contact avec des réalités qu'on ne percevait pas, des choses qui se produisent ailleurs, des difficultés que d'autres femmes vivent. Je considère que Femmes d'aujourd'hui est une émission d'envergure et que malheureusement, elle n'a pas la possibilité de donner place à cette envergure-là à cause de l'heure de diffusion. Bon, c'est sûr que Femmes d'aujourd'hui ne pouvait pas faire de miracle. À l'heure où elle était diffusée, de toute façon, la plupart des gens étaient au travail. Et voilà que depuis 1982, il n'existe plus d'émissions dites féminines à la télévision de Radio-Canada. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être mieux comme ça, parce que c'était peut-être des ghettos, ces émissions-là. Qu'elles servaient peut-être de prétexte pour éviter certains sujets aux heures de grande écoute. Des sujets comme l'avortement, la contraception, les gardes d'enfants. Des sujets qui devraient intéresser les hommes aussi. Et puis d'autres vont dire qu'ils sont déçus, parce qu'ils trouvent que la disparition de ce genre d'émission-là ne garantit absolument pas qu'on va discuter de ce genre de sujet aux heures les plus écoutées. C'est un peu un cercle vicieux, finalement, tout ça. Mais heureusement, il y a quand même des femmes à Radio-Canada. Il y a de plus en plus de recherchistes, de journalistes, de réalisatrices, d'animatrices, même au sport maintenant. Il n'y a sûrement pas encore assez de femmes à des postes de direction. Mais l'important, c'est que toutes celles qui sont là en ce moment, à tous les niveaux, tentent d'imprégner la programmation de leur personnalité. On tente en fait de défendre nos points de vue du mieux qu'on peut, pour qu'un jour, Radio-Canada devienne encore plus, encore mieux, un reflet de ce que représentent les femmes dans notre société. Je vous donne le son du décancaire. Ici, Francine Bastien à Washington. 5, 4, 3. Ici, Marie-Josée Turcotte à Montréal.